Si vous pensiez que la tension au Moyen-Orient avait atteint son pic, détrompez-vous. Ce que vient de faire Donald Trump pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase d'escalade militaire majeure. Et cette fois, ce n'est plus de la rhétorique. Ce sont des navires, des avions, des missiles. Depuis plusieurs jours, les signaux s'accumulent, déploiement naval, renforts aériens, mouvements stratégiques accélérés. L'administration de Donald Trump a ordonné l'envoi d'un second groupe naval vers le Moyen-Orient, rejoignant les forces déjà présentes dans la région. Officiellement, dissuasion, officieusement, démonstration de force, et dans une zone déjà saturée de tensions entre Israël, l'Iran, les groupes armés régionaux et les grandes puissances, chaque mouvement militaire compte double. Quand on parle d'une deuxième armada, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas diplomatique, c'est opérationnel. Une armada américaine, ce n'est pas un bateau isolé, c'est une forteresse flottante. Au cœur du dispositif, on retrouve généralement un porte-avions nucléaire, un mastodonte de plus de 300 mètres de long, une base aérienne mobile capable de projeter sa puissance à des centaines de kilomètres. Autour de lui, un groupe aéronaval complet, des destroyers équipés de systèmes antimissiles, des croiseurs capables de frapper des cibles terrestres, des sous-marins d'attaque invisibles sous la surface et des dizaines d'avions de combat prêts à décoller en quelques minutes. Ce type de force relève de la United States Navy et peut opérer de manière totalement autonome pendant des mois. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de décision politique, les frappes peuvent commencer presque immédiatement, sans dépendre d'une base terrestre, sans négociation logistique avec un pays tiers. C'est la projection de puissance à l'état pur. Et lorsque un deuxième groupe arrive dans la même zone, on change d'échelle. 2 groupes aéronavals, c'est une capacité de frappe doublée, une couverture aérienne quasi permanente, une dissuasion maximale. C'est aussi un message adressé à plusieurs acteurs en même temps, à l'Iran pour dire « nous sommes prêts ». Aux alliés régionaux, vous n'êtes pas seuls, et aux rivaux mondiaux, les États-Unis contrôlent toujours le tempo. Mais attention, un tel déploiement coûte des centaines de millions de dollars, mobilise des milliers de marins et ne se décide pas à la légère. Ce n'est pas une posture médiatique, c'est une préparation stratégique. Et en géopolitique, lorsqu'on prépare ce niveau de puissance, c'est rarement pour faire de la figuration. La question n'est donc plus seulement qui est là. La vraie question, c'est dans quel but final. Quand on parle d'une deuxième armada, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas diplomatique, c'est opérationnel. Une armada américaine, ce n'est pas un bateau isolé, c'est une forteresse flottante. Au cœur du dispositif, on retrouve généralement un porte-avions nucléaire, un mastodonte de plus de 300 mètres de long, une base aérienne mobile capable de projeter sa puissance à des centaines de kilomètres. La vraie question, ce n'est pas seulement qu'est-ce qui est envoyé, c'est pourquoi maintenant? Parce qu'en géopolitique, le timing est toujours révélateur. Le Moyen-Orient traverse une phase d'hypertension. Chaque semaine apporte son lot de frappes ciblées, d'attaques indirectes, de menaces croisées. Au centre de cette équation, Iran. Téhéran n'attaque pas frontalement, sa stratégie est plus subtile et plus difficile à contenir. Elle repose sur un réseau d'alliés armés dans la région, des milices en Irak et en Syrie, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, ce que Washington appelle l'axe de la résistance. Le principe est simple, frapper sans frapper directement, mettre la pression sans déclencher une guerre ouverte. Depuis des mois, les intérêts américains dans la région sont visés, bases militaires, convois logistiques, installations diplomatiques. À chaque fois, la réponse américaine est calibrée, limitée, mais ferme. Alors pourquoi envoyer une deuxième armada? Parce que les États-Unis estiment que le seuil de dissuasion est en train d'être testé. Quand les attaques deviennent plus fréquentes, quand la rhétorique se durcit, quand le risque d'erreur augmente, on renforce la présence militaire pour envoyer un message clair. Ne confondez pas retenue et faiblesse. Il y a aussi un autre facteur, la guerre à Gaza a profondément modifié l'équilibre régional. Israël est engagé sur plusieurs fronts indirects et chaque incident au Liban Sud ou en mer Rouge peut provoquer un effet domino. Les États-Unis veulent éviter que le conflit ne s'étende, mais paradoxalement, pour empêcher l'extension, ils augmentent la pression militaire. C'est toute l'ambiguïté stratégique.
montrer la force pour éviter la guerre, mais risquer la guerre en montrant trop de force. Et c'est là que la situation devient explosive. Parce que dans ce type de configuration, ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui déclenchent les conflits, ce sont les accidents, les malentendus, les erreurs de calcul. Et quand plusieurs puissances armées opèrent dans la même zone maritime, avec des systèmes de défense en alerte maximale, il suffit d'un incident, un drone abattu, un missile intercepté, un tir mal interprété, et l'engrenage commence. C'est pour cela que ce deuxième déploiement ne doit pas être lu comme un simple mouvement logistique, c'est un signal d'alerte stratégique. Quelque chose est en train de monter. La question désormais, est-ce une montée vers la désescalade ou vers la confrontation ? La vraie question, ce n'est pas seulement qu'est-ce qui est envoyé, c'est pourquoi maintenant ? Parce qu'en géopolitique, le timing est toujours révélateur, le Moyen-Orient traverse une phase d'hypertension, chaque semaine apporte son lot de frappes ciblées, d'attaques indirectes, de menaces croisées. Au centre de cette équation, Iran. Téhéran n'attaque pas frontalement, sa stratégie est plus subtile et plus difficile à contenir. Elle repose sur un réseau d'alliés armés dans la région, des milices en Irak et en Syrie, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. C'est ici que tout devient dangereux, parce qu'en apparence, chacun affirme vouloir éviter la guerre, mais sur le terrain, tout pousse à la friction. Quand deux puissances militaires opèrent dans un espace aussi restreint que le Golfe ou la Méditerranée orientale, la marge d'erreur devient minuscule. Regardez la carte. Le détroit d'Ormuz, la mer Rouge, le sud du Liban, la Syrie, ce sont des zones saturées d'armes, de drones, de systèmes antimissiles. Un seul incident peut déclencher une réaction en chaîne. Et on l'a déjà vu, en 2020, après l'élimination de Qassem Soleimani, l'Iran avait riposté par des frappes de missiles contre des bases américaines en Irak. Le monde était à quelques décisions d'une confrontation directe entre United States et Iran, ce qui a évité l'embrasement total. Des réponses calibrées, une volonté des deux côtés de ne pas franchir le point de non-retour. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Pourquoi ? Parce que le théâtre régional est plus fragmenté, plus imprévisible. Les groupes alliés de l'Iran disposent de drones longue portée, de missiles balistiques, de capacités asymétriques capables de frapper sans prévenir. Et face à cela, les États-Unis ont déployé des systèmes de défense avancés, prêts à intercepter toute menace. Le problème, c'est que dans ce contexte hyper-militarisé, la perception compte autant que l'action. Un drone s'approche trop près d'un navire, un radar interprète une trajectoire comme hostile, un missile est tiré en préventif, et soudain, ce qui devait être une démonstration de force devient un échange de feu. L'escalade moderne ne commence pas forcément par une déclaration de guerre, elle commence par une riposte, puis une contre-riposte, puis une nécessité politique de ne pas perdre la face. Et là, la logique militaire prend le dessus. Autre facteur inquiétant, la pression intérieure. À Washington comme à Téhéran, apparaître faible peut coûter politiquement très cher. Si une attaque touche des soldats américains, la pression pour répondre massivement sera immense. Si l'Iran subit une frappe perçue comme humiliante, la riposte deviendra presque obligatoire. C'est l'effet engrenage. Et plus il y a de forces militaires sur place, plus la probabilité d'un incident augmente. Ce n'est pas forcément une volonté d'entrer en guerre, c'est un risque systémique, une région sous tension, des armées en alerte, des acteurs indirects imprévisibles et deux armadas qui se font face. La question n'est plus seulement est-ce que quelqu'un veut la guerre ? La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un peut encore la contrôler si elle commence ? C'est ici que tout devient dangereux, parce qu'en apparence, chacun affirme vouloir éviter la guerre, mais sur le terrain, tout pousse à la friction. Quand deux puissances militaires opèrent dans un espace aussi restreint que le Golfe ou la Méditerranée orientale, la marge d'erreur devient minuscule. Maintenant, prenons un peu de recul parce qu'en géopolitique, il y a toujours deux niveaux de lecture, le militaire et le politique. Et dans le cas de Donald Trump, les deux sont intimement liés. Depuis des années, sa doctrine est claire, la paix par la force. Cela signifie montrer la puissance américaine avant même d'avoir à l'utiliser, imposer un rapport de force psychologique, créer un déséquilibre dissuasif, envoyer une deuxième armada, ce n'est pas seulement sécuriser une zone, c'est affirmer un leadership, mais il y a un autre facteur, la politique intérieure américaine. Dans un climat électoral polarisé, apparaître faible à l'international peut être exploité politiquement. À l'inverse, afficher une
Une posture ferme peut renforcer l'image d'autorité. Chaque décision stratégique a donc une double audience, les adversaires à l'étranger et les électeurs à domicile. Historiquement, Trump a déjà utilisé la démonstration de force comme outil politique. En 2017, des frappes en Syrie. En 2020, l'élimination de Qassem Soleimani. À chaque fois, un message, les États-Unis ne reculent pas. Mais cette logique comporte un risque. Plus on élève le niveau de pression militaire, plus il devient difficile de redescendre sans perdre la face. Et en politique internationale, la perception est capitale. Si Washington déploie 2 groupes navals et qu'ensuite une attaque survient sans réponse forte, le signal envoyé sera interprété comme une faiblesse. À l'inverse, répondre trop massivement peut déclencher une spirale incontrôlable. C'est un équilibre extrêmement fragile. Il faut apparaître prêt à frapper sans donner l'impression qu'on cherche le conflit. Il faut rassurer les alliés régionaux, notamment Israël et les monarchies du Golfe, sans provoquer directement Iran. C'est une danse stratégique, une démonstration de force calibrée au millimètre. Mais dans ce genre de situation, la frontière entre stratégie maîtrisée et surenchère politique est très fine. Et c'est là toute la question. Sommes-nous face à une dissuasion calculée ou à une montée de pression dictée aussi par des considérations politiques internes? Parce que si la logique électorale s'ajoute à la logique militaire, le seuil de tolérance au risque diminue. Et quand la marge de manœuvre politique se réduit, les décisions deviennent plus abruptes. C'est ce mélange explosif, stratégie, ego, perception politique, qui rend cette séquence particulièrement dangereuse, car une fois que la puissance est projetée, il faut savoir quoi en faire, et surtout savoir quand s'arrêter. Maintenant, prenons un peu de recul, parce qu'en géopolitique, il y a toujours 2 niveaux de lecture, le militaire et le politique. Et dans le cas de Donald Trump, les deux sont intimement liés. Depuis des années, sa doctrine est claire, la paix par la force. Cela signifie montrer la puissance américaine avant même d'avoir à l'utiliser, imposer un rapport de force psychologique, créer un déséquilibre dissuasif. Envoyer une 2e armada, ce n'est pas seulement sécuriser une zone, c'est affirmer un leadership. Nous sommes à un moment charnière, 2 armadas américaines dans la région, des forces alliées en alerte, des acteurs indirects prêts à tester les lignes rouges. À partir de maintenant, 3 trajectoires principales sont possibles. Scénario 1, la dissuasion fonctionne, c'est le scénario que Washington espère. La démonstration de force impressionne. Les milices ralentissent leurs attaques. Téhéran choisit de temporiser. Dans ce cas, les groupes navals restent en position quelques semaines ou quelques mois, puis la tension baisse progressivement, les marchés se stabilisent, le trafic dans le détroit d'Ormuz continue, la pression retombe sans affrontement direct. Mais ce scénario suppose une chose essentielle, que tous les acteurs soient rationnels et parfaitement coordonnés. Or, dans une région aussi fragmentée, ce n'est jamais garanti. Scénario 2, l'escalade contrôlée. Ici, les frappes continuent, mais de manière calibrée, un drone abattu, une base visée, une riposte proportionnée. Les États-Unis frappent des cibles liées à des milices. Iran répond indirectement, sans confrontation frontale. On entre alors dans une guerre de l'ombre. Ce type de confrontation peut durer des mois. Elle est dangereuse, mais contenue. Le problème, plus elle dure, plus le risque d'erreur augmente, et l'erreur dans ce contexte coûte cher. Scénario 3, le dérapage majeur. C'est le scénario que tout le monde redoute, une attaque fait des victimes américaines, ou un missile touche un navire stratégique, ou un incident naval dégénère. La pression politique devient immédiate. À Washington, répondre massivement devient presque obligatoire. À Téhéran, ne pas riposter serait perçu comme une faiblesse. Et là, la confrontation directe entre les United States et l'Iran devient possible. Ce ne serait pas forcément une invasion terrestre, mais des frappes aériennes massives, des cyberattaques, des opérations sur les infrastructures énergétiques. Et les conséquences seraient mondiales. Hausse brutale du prix du pétrole, instabilité des marchés financiers, risque d'embrasement régional impliquant Israël, le Liban, la Syrie, l'Irak. Le Moyen-Orient concentre une part cruciale des flux énergétiques mondiaux. Un conflit ouvert dans le Golfe aurait un impact direct sur l'économie globale. Alors où sommes-nous aujourd'hui à la frontière ?
Pour l'instant, la posture reste dissuasive. Mais la présence militaire massive crée un environnement ultra sensible. Plus il y a d'armes déployées, plus la moindre étincelle peut produire une explosion. Et c'est là que réside la tension maximale. Nous ne sommes pas encore dans la guerre, mais nous ne sommes plus dans la simple posture diplomatique. Nous sommes dans une phase de pression stratégique extrême. La suite dépendra d'un facteur clé, la capacité des acteurs à absorber une provocation sans céder à l'engrenage. Et dans l'histoire du Moyen-Orient, ce n'est jamais une certitude. Nous sommes à un moment charnière, 2 armadas américaines dans la région, des forces alliées en alerte, des acteurs indirects prêts à tester les lignes rouges. À partir de maintenant, 3 trajectoires principales sont possibles. Scénario 1, la dissuasion fonctionne, c'est le scénario que Washington espère. La démonstration de force impressionne, les milices ralentissent leurs attaques. Téhéran choisit de temporiser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce deuxième déploiement n'est pas un simple mouvement militaire. Ce n'est pas une manœuvre d'entraînement, ce n'est pas une posture symbolique, c'est un signal stratégique majeur. 2 armadas dans une région déjà sous tension, c'est comme accumuler de la pression sous une plaque tectonique. Pour l'instant, tout tient, mais la moindre fissure peut provoquer un séisme géopolitique. Nous sommes dans un moment suspendu, pas encore la guerre, plus vraiment la paix, un équilibre fragile maintenu par la dissuasion, la retenue et la peur des conséquences. Mais l'histoire nous a appris une chose, les grandes escalades ne commencent pas toujours par une déclaration officielle, elles commencent par une étincelle, un incident maritime, un drone abattu, un missile intercepté au mauvais endroit, et ensuite tout va très vite. La vraie question désormais n'est pas seulement « est-ce que la guerre est inévitable ?» La vraie question, c'est qui contrôle encore l'engrenage et jusqu'à quand? Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les annonces officielles, si vous voulez une analyse claire sans sensationnalisme mais sans naïveté, alors abonnez-vous dès maintenant parce que dans les jours et semaines qui viennent, chaque mouvement comptera, chaque déclaration aura un poids stratégique et ici, on décryptera tout. Activez la cloche pour ne rien manquer, partagez cette vidéo si vous pensez que ces enjeux méritent d'être compris par le plus grand nombre. On entre peut-être dans une séquence historique et croyez-moi, ce n'est que le début.